Et la question que je pose tout le temps, c'est qu'est-ce qui te pose problème aujourd'hui sur ce projet? C'est une question genre technique dans le code, tu vois. Et 90% des cas où on m'a répondu le store. T'as beau avoir un outil, il peut être très adapté, tu t'en sers mal, ça marche pas. Quand tu prends une cuillère pour boire ta soupe, tu la retournes et tu essayes de la prendre avec le dos de la cuillère, bah, tu seras un peu comme un con, hein, tu vas pas prendre grand chose, tu vois. Et le problème, c'est pas l'outil, tu vois. Le mec qui va sur State of JS, il dit ouais, Angular c'est de la merde. Non mais tu vois, c'est ça, c'est un problème de. Pour moi, c'est le problème interface clavier quoi. Moi, c'est pas le côté performance tu vois, qui m'intéresse, mais c'est le côté développeur expérience. Je trouve pas justement que les changements soient minimes, je trouve que c'est vraiment des changements qui sont significatifs et je vois quand même pas mal de cas d'usage pour lesquels les signaux en fait simplifient énormément de choses quoi. Donc pour moi, c'est vraiment un gros ajout et je pense vraiment que ça contribue à simplifier énormément Angular et je pense à le faire plus adopter. Salut, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, on va débattre avec Arthur Lannelux sur 5 sujets qui divisent la communauté des développeurs Angular. Et ces sujets, ils touchent tous les projets Angular, donc ça va forcément t'intéresser. Bienvenue Arthur. Ouais, c'est Gaëtan. Bah, merci pour l'invitation sur ta chaîne. Effectivement, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on est lead dev Angular depuis plusieurs années maintenant. On a pas mal discuté en off. Depuis ces plusieurs années, on a souvent des avis qui sont assez différents, des visions qui sont même parfois totalement opposées. Donc je trouve très intéressant justement de pouvoir un peu en discuter aujourd'hui et de pouvoir un peu comprendre plus le point de vue de l'autre et qu'on échange par rapport à ces différents sujets. Ouais, ça va être cool, je pense que ça va être très intéressant. Et alors justement, en gros, on va parler de plusieurs sujets. Ça va parler de comment structurer son application, est-ce qu'on utilise une librairie de composants ou non, est-ce qu'on fait de la programmation impérative ou réactive. On va parler du store et on va parler à la fin des signals, qui est aussi un sujet très intéressant. Et du coup, toi en commentaire, n'hésite surtout pas à me dire ton avis parce que forcément, Arthur et moi, on n'a pas les mêmes avis sur les mêmes choses. Donc forcément, il y a un avis qui va te trigger. Est-ce que c'est l'avis d'Arthur? Est-ce que c'est le mien? Je pense que c'est plus mon avis qui trigger les gens. Mais... Arthur, il est trop gentil, je trouve. Mais donc voilà, mets-moi ça en commentaire, ton avis, ça nous intéresse énormément. Allez, on va commencer le premier sujet. Moi, ma vidéo la plus populaire sur ma chaîne, c'est une vidéo sur comment structurer ton application Angular. En gros, j'utilise le mot architecture, mais en vrai, c'est juste une structure de dossier que je présente. Sauf qu'il y a une semaine, il y a la documentation officielle d'Angular qui a clairement dit que la structure que je recommande, il faut surtout pas la faire. Donc c'est par rapport à Angular 20 qui sort très bientôt. Et du coup, j'aimerais bien qu'on débatte ensemble. En gros, c'est quoi le mieux entre une structure de dossier par feature, qui est en fait celle qui est recommandée par Angular et par beaucoup d'experts Angular et par tout le monde sur LinkedIn, et une structure par type que moi souvent je recommande à mes clients et dans mes projets. C'est en fait une structure par type, c'est quoi? C'est que tu vas avoir un dossier component où tu vas avoir tous tes composants, un dossier service où tu as tous tes services, et etc. Tu vois. Mais tu as tout en flat comme ça, c'est pas lié par feature. Tu vois. Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi pour toi la meilleure structure, tu vois? Pour moi, au niveau de la structure, et je pense même pas que ce soit forcément lié à Angular, mais de manière générale, je préfère vraiment les structures par feature. Parce qu'en fait, je trouve que le risque de tout mettre par type, c'est qu'effectivement, tu as quelque chose qui est plus simple. Et du coup, tu te prends pas la tête parce que tu vas directement le mettre dedans. Mais en fait, derrière, je trouve que c'est plus compliqué de s'y retrouver dans ton arborescence. C'est pas forcément pour l'utiliser au quotidien, parce que personnellement, je pense que je me sers jamais seul de l'arborescence pour naviguer. Moi, quand je vais chercher un fichier, j'ai plutôt le faire par des raccourcis sur une TG par exemple, pour aller récupérer la classe, les fichiers qui m'intéressent. Donc, je passe pas trop par là. Par contre, quand tu as une nouvelle personne qui va arriver sur le projet, je trouve que le problème, quand tu organises tout par type comme ça, c'est que tu vas avoir que quelques dossiers et dans lesquels tu auras énormément d'éléments. Et en fait, tu vas pas forcément voir le lien qu'il va y avoir entre ces éléments ou non. Et du coup, le fait de tout mettre au même endroit, tu vas pas vraiment pouvoir identifier d'un coup d'œil, tu vois, tiens, c'est quoi les fonctionnalités que j'ai sur mon application, qu'est-ce qu'il y a à quoi. Et du coup, tu vas pas forcément voir les dépendances comme ça. Mais pour ça, pour moi, je pense pas que ce soit lié Angular, hein, c'est sur du React et tout, je pense que j'aurais quand même quelque chose qui serait assez similaire, si tu veux, à bosser par feature, parce que je trouve ça plus simple en fait pour comprendre le contexte du projet. C'est plutôt du point de vue du contexte, je trouve que t'as moins de charge mentale que tout avoir en vrac comme ça, quoi. La charge mentale, moi je suis d'accord en fait avec tout ce que tu dis. Et pour moi, l'organisation par feature, elle apporte des avantages réels. En fait, moi tu sais, j'aime bien tout ce qui est simple, voire un peu, tu sais, t'as le fameux principe KISS là, c'est keep it simple et stupid, tu vois. Et me parle pas de simplisme, je sais pas quoi, tu vois. Mais en gros, pour moi, la structure par type, il y a un avantage qui est incroyable, c'est qu'en fait, ça fait que la structure est un non-sujet. C'est-à-dire que ça n'apporte rien, mais ça n'enlève rien, tu vois. C'est juste, ce n'est plus un sujet. Tous les développeurs, ils réfléchissent pas, ils mettent tout dans les dossiers components quand c'est des components. Ils peuvent organiser partie sous-dossier pour mieux s'organiser, pour que ce soit logique avec l'application. C'est un peu lié à des features. Mais tu vois, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup ça, c'est que tu réfléchis pas, tu vois. Parce que, en gros, moi, ce que j'ai vu, c'est à chaque fois que je suis arrivé dans des projets, l'architecture, je ne sais pas si c'était une architecture par feature ou quelque chose qu'ils essayaient de mettre en place, mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde se plaignait de c'est le bordel, tu vois. Ça part dans tous les sens pour rien. Et à chaque fois que j'upgradais ce projet en mode juste par type,
d'un coup, tout le monde avait l'air d'être de kiffer en fait. Genre niveau DX ou quoi, tout le monde est en mode putain, c'est beaucoup plus simple maintenant. Et du coup, est-ce que ça veut dire que c'est forcément mauvais par type? Parce que je comprends que feature, ça apporte plus d'avantages réels, mais aussi voilà, feature, il te faut quand même une petite réflexion supplémentaire à chaque fois que tu codes quand même. Genre en mode de mettre au bon dossier au bon endroit, que ce soit logique. Genre imaginons tu es voilà, dans ton feature 1, tu utilises un... Pourquoi tu te marres? T'es en train de me dire qu'il faut réfléchir quand on développe, Gaëtan? Moi, je pense qu'il faut. Tu m'avais conseillé un livre en plus à un moment, c'était en mode Don't make me think, un truc comme ça. Bon, c'était pas sur le dev, je crois. Mais... Ah ouais, mais c'est général. Mais pour moi, j'essaie de limiter, ouais. limiter tout effort mental des devs, c'est bizarre de dire ça, tu vois. Non, mais je vois le truc. Mais je sais pas. Je pense que des fois, effectivement, c'est bien de limiter l'effort mental et que tu aies le moins de charge cognitive possible quand tu vas travailler sur une application. Et si tu veux, le problème aussi que je vois là-dedans, c'est que ça marche quand l'application est petite au début. Mais derrière, au fur et à mesure que tu vas rajouter des choses, parce que généralement, on rajoute des fonctionnalités au fur et à mesure, le projet vient se complexifier. Et là, en fait, tu commences à avoir... t'as pas réflexion parce que tu mets directement tout dedans. Mais derrière, en fait, tu vas pas non plus... Et c'est là, en fait, je trouve que c'est un peu pervers de... Enfin, peut-être pas pervers, c'est un peu fort comme mot, mais ça peut être un peu risqué, si tu veux, de pas avoir cette réflexion. C'est que, justement, le fait que tu organises un peu par feature, tu vas te poser, dire, OK, est-ce que ça concerne plutôt ça, plutôt ça? Est-ce que c'est vraiment partagé? Du coup, est-ce que je devrais le mettre, tu vois, dans un répertoire shared, par exemple? Est-ce que ça devrait être partagé ou pas? Donc en fait, ouais, ça va te demander de réfléchir, mais pour moi, c'est quand même des réflexions qui sont importantes. Et je pense que j'aime beaucoup la technique, si tu veux, mais de manière générale, j'essaye de penser aussi un peu métier et business en priorité. Et je trouve que dans tout le code, et c'est aussi quelque chose qui pour moi se ressent au niveau de la façon dont tu structures ton application, si tu peux faire le plus possible de mimétisme, on va dire, avec le métier et le comportement réel, je pense que ton code sera beaucoup plus simple à comprendre. Et donc ça va être au niveau de tes intentions quand tu vas développer et comment tu vas structurer la structure de cette application, mais de façon un peu plus générale, quelle architecture tu vas mettre en place. Et du coup, le fait de tout, si tu veux mettre en vrac, c'est un peu comme tu vas ranger tes chaussettes, tu vas pas les mettre en paire, tu vas juste toutes les foutre dans le tiroir, tu vois. Et c'est facile parce que du coup, quand tu veux les ranger, tu te prends pas la tête, tu prends toutes tes chaussettes random, tu les mets dedans et puis c'est fini, quoi. Par contre, derrière, quand tu vas commencer à vouloir t'en servir, bah ouais, tu vas perdre plus de temps parce qu'il faut que tu vois. Et pour moi, c'est un peu ce travail c'est facile de le mettre, mais ça induit que tu auras plus de travail par la suite quand tu vas vraiment travailler sur une application, quoi. Je comprends l'idée, mais enfin ouais. Tu sais, par rapport à la taille de l'application, genre en gros, là en ce moment, tout le monde sur LinkedIn, parce qu'en vrai, bon, j'ai quand même parlé, tu vois, sur LinkedIn, j'ai fait un post par rapport à la nouvelle documentation qui en gros critique énormément, vraiment, dit explicitement, ne faites pas comme Gaëtan vous conseille. Et tout le monde dit en mode, non mais franchement, le truc par type, c'est immaintenable et tout, voilà, tu perds du temps ou quoi dès que c'est des grosses applications. Mais je sais pas si, genre moi, je fais ça depuis des années, je sais pas comment les développeurs se font, mais les applications sur lesquelles je travaille, c'est des applications d'entreprise. Et très vite, tu vas avoir 100, 150, 200 components. Et j'ai l'impression qu'avec toutes mes équipes, on ne s'est jamais plaint des dossiers, tu vois. Alors qu'on est sur cette structure de type. C'est-à-dire, oui, tu n'as pas ce truc qui t'apporte quelque chose qui fait que tu codes de manière simple. Mais pourquoi, moi, dans mon expérience, il y a tout le monde qui est en mode, putain, Gaëtan, depuis que tu as mis ça en place, c'est stylé, c'est beaucoup plus simple. Alors qu'on a 150 putains de dossiers components dans le dossier component. Évidemment, on fait des sous-dossiers à un moment pour les découper un peu par feature. Mais pourquoi ça marche, tu vois? Il y a tous les gars qui disent sur LinkedIn en mode, non, mais c'est immaintenable. Mais je sais pas dans quel monde vous viviez en fait. Je pense qu'il y a d'autres problèmes qui fait que c'est potentiellement immaintenable. Mais comme quand moi j'arrivais sur des projets, en fait l'architecture ça avait ni queue ni tête, tout le monde faisait à peu près son truc. Mais en fait dès que tu mets une petite structure comme ça, en fait j'ai l'impression que tu vois, pour moi c'est genre, t'as l'architecture qu'on retrouve en entreprise fait à l'arrache par on sait pas qui. Un truc vraiment en maison. T'as l'upgrade pour moi qui est par type. C'est-à-dire c'est déjà beaucoup mieux qu'un truc qui est chaotique. Mais le par type ça apporte rien. Ça apporte rien, mais ça enlève tout ce qui est potentiellement chaotique. Et après, si tu veux aller plus loin, tu peux faire le truc par feature. Tu vois. Mais voilà, le truc par feature, ça demande un peu plus d'effort. Et tu as plus de bénéfices. Mais ça demande un peu plus d'effort. Donc tu vois, est-ce qu'en gros, je vais résumer, est-ce que tu es totalement contre l'architecture par type? La fameuse technique. Alors, franchement, j'ai envie de dire oui sur le principe parce que je trouve que c'est un peu la porte ouverte, si tu veux, au fait de justement... c'est pas forcément pour la structure en elle-même. Parce qu'en vrai... Je pense pas que ce soit le plus important. Et sur les différentes applications, c'est pas la structure qui va conditionner le fait que tu puisses développer une application avec succès ou non. Il y a plein d'autres, il y a plein de facteurs en fait. C'est beaucoup de choses. T'as des aspects techniques, mais t'as aussi beaucoup au niveau humain. Et du coup, ça en vrai, c'est pas que c'est un détail, mais c'est pas le plus important. Par contre, pour moi, ce que ça va induire derrière, c'est que si tu veux, si tout ça n'est pas bien propre et que tu veux qu'on mette un peu tout, tu vois, bon, je vais te dire en vrac, tu vois, c'est peut-être pas mon truc, mais qu'on met tout en vrac comme ça parce que c'est plus simple, qu'on se prend pas la tête. C'est plutôt que derrière
le risque, c'est que justement, il n'y ait pas cette remise en question par rapport aux autres, tu vois, domaines du projet. Et je vois plus ça, enfin, c'est plus pour moi la conséquence de ça, c'est que tu vas faire un truc qui est très simple ici, et derrière, effectivement, tu vas pas chercher tes composants, lesquels vont avoir dépendance, tes services, lesquels vont avoir dépendance, parce qu'au final, tout va se regrouper au niveau, C'est tu vois, beaucoup moins clair, c'est clair. du même dossier, et que c'est plus simple, parce que du coup, tu te prends pas la tête. Mais derrière, parce que tu te prends pas la tête, peut-être que tu vas induire plus de couplage qu'il en faudrait. Mais puisque visuellement, tu as tout qui est au même endroit, tu vois, je pense que ça peut renforcer ce côté-là. Donc ouais, je suis contre pour ça. Mais après, ça dépend de plein d'autres choses. Et ça serait très réducteur, tu vois, de dire que c'est... je pense que c'est uniquement la structure de dossier qui fait que une application qui marche ou pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Ok, on en restera là. Mais en vrai, je vais peut-être... tu sais, dans Refactory Angular, je présente l'ancienne structure de dossier par type. Mais en vrai, il y a tellement propagande pour le type par feature. Et en vrai, je suis d'accord aussi que je vais peut-être commencer à changer mon fusil d'épaule, je verrai. Ou peut-être je propose encore les deux, tu vois, pour essayer que mon cœur il prenne pas cher, mais que mon ego prenne pas cher, mais bon. Bon, ça marche. On va passer au deuxième sujet. Pour le deuxième sujet, il y a quelque chose que je trouve assez intéressant. Et d'ailleurs, tu avais fait un post, je crois, là-dessus il y a quelques temps et qui avait pas mal fait réagir. De façon générale, est-ce que quand tu vas démarrer un projet ou que tu vas intervenir chez un projet chez un de tes clients, est-ce que tu es plutôt pour utiliser une librairie de composants ou alors faire tes propres composants toi-même, tu vois, génériques à la main? Et surtout le sujet qui fait réagir quand tu avais parlé dans tes posts, et on avait une vision qui était un peu différente par rapport à ça, c'est si jamais tu utilises une librairie ou même si tu fais tes composants perso, est-ce que tu penses qu'il y a de la valeur à utiliser des wrappers ou non? C'est-à-dire que en gros, si jamais tu utilises une librairie de composants comme PrimeNG ou Angular Material, de faire en sorte, si tu veux, de l'enrober pour le rendre agnostique dans ton application, ce qui fait que potentiellement, si plus tard tu veux changer, tu vois, de librairie de composants, sur le papier, t'as juste à changer, tu vois, un élément et ça se répercute partout ailleurs, quoi. Tu étais déjà en train d'expliquer les bénéfices des wrappers. Déjà, premièrement, est-ce qu'on doit utiliser tout le temps une librairie de composants générique? Déjà, moi je pense que oui, à 100%, tant qu'on est dans un domaine de professionnalisation, de professionnel, c'est-à-dire on veut créer une application, on n'est pas là pour s'entraîner à développer. Tu vois. Quand on s'entraîne à développer, je trouve ça ok de s'habituer à coder son propre bouton, le propre CSS et tout, mais les gens qui n'utilisent pas de librairie de composants, je ne comprends pas. Parce qu'en fait, une librairie de composants, c'est justement des choses qui sont vues et revues sur toutes les applications. Et du coup, moi, je crois qu'un code fait maison sera jamais aussi bien qu'un code d'un package qui est populaire sur Internet, par exemple une librairie de composants. C'est-à-dire que mon bouton codé à la main sera jamais mieux que le bouton de PrimeNG ou de Material. Parce que tu en as plein même, ils vont te dire « Ah, mais c'est une petite application, j'ai pas besoin d'importer une librairie de composants. » Déjà, toutes les librairies de composants, en vrai, t'importes, même si tu ajoutes Material à ton projet, déjà, ça va importer que ce que tu vas vraiment utiliser. Donc, même si tu utilises un bouton, ça va importer que le bouton. Tu vois, donc, c'est pas un problème. Tu n'importes pas toute la librairie. Et les gens, en fait, bug parce qu'ils se disent « Non, mais Horace, je peux coder mon propre bouton. » Tu sais, le bouton, le mec, au maximum, il va rajouter un hover côté CSS, s'il n'oublie pas. Mais il va oublier que quand tu appuies légèrement sur ton clic et que tu laisses maintenir, la couleur elle doit changer pour l'UX UI. Et en fait, il va oublier aussi l'aspect disable du bouton et l'aspect focus du bouton. La partie accessibilité, en vrai, il va tout oublier. Tu vois. Donc il va coder un bouton simple, mais claqué au sol par rapport à un bouton de PrimeNG, par exemple. Donc tu vois, déjà, je pense que... Aussi, il y a un truc, c'est que 95% des applications, je t'aime pas quand je balance des pourcentages comme ça à l'arrache, mais en gros, ils utilisent des librairies de composants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour moi, un projet Angular, il doit être standard. C'est-à-dire que quand tu arrives, toi, tu es développeur Angular, tu arrives sur un projet qui n'est pas standard, tu es perdu. Tu es en mode, qu'est-ce qui se passe? Genre, tu sais, le fameux what the fuck, genre du clean code, là, où on te dit, en gros, si tu dis what the fuck trop de fois sur un projet, c'est que le code, il est de mauvaise qualité. C'est parce que tu dis what the fuck quand c'est pas standard. Et quand c'est une librairie de composants qui est en place, c'est standard, parce que tout le monde connaît PrimeNG, tout le monde connaît Material, c'est bien documenté, tout ça. Alors que si tu arrives sur un projet et que le mec, il a commencé à faire ses boutons perso, c'est le bordel. Moi, ça a toujours posé problème. Enfin, déjà, toi, t'en penses quoi de ça? Est-ce que, selon toi, il faut toujours utiliser une librairie de composants? Ah ouais, pour la librairie de composants, je te rejoins. Parce que je pense que de manière générale, on sous-estime déjà le nombre de cas tout simplement qui sont traités par ces composants dans PrimeNG ou Angular Material. Et d'ailleurs, si jamais vous avez jamais fait exercice, je vous propose d'aller jeter un coup d'œil sur le code source, parce que sur GitHub, et de regarder, ne serait-ce que pour un bouton, le volume de code qu'il y a, parce qu'en fait, il y a énormément de cas à gérer. Effectivement, et l'historique aussi. Le code, il y a eu des feedbacks pendant des années, par des centaines de développeurs, et le mec, il est développeur solo sur son projet, il se dit, je vais faire aussi bien que des centaines de développeurs qui bossent pendant des années. Et alors, effectivement, faut aussi faire attention en fonction des librairies de composants qu'on utilise. Là, je pense par exemple à Angular Material. Angular Material, je trouve que c'est très pratique à utiliser parce qu'il y a quelques composants et ça marche bien. Par contre, effectivement, si on veut
personnalisé. Là, je crois que c'est en train de changer avec la dernière version parce que il laisse la possibilité maintenant de surcharger quelques variables avec des tokens, mais c'était quand même pas très personnalisable. Ou sinon, c'était compliqué. Et du coup, sur ce côté-là, je pense que c'est aussi ce qui a poussé, à mon avis, beaucoup d'équipes à vouloir faire leurs propres composants parce que je peux comprendre que dès qu'on a un projet avec un business, qu'on veut qu'en fait le style nous ressemble à notre boîte, à notre projet, et pas qu'on a identifié Angular Material par exemple, enfin matériel de manière générale. En plus personnellement je trouve que c'est très très gros et j'ai l'impression qu'à chaque fois plus les versions passent, plus les éléments prennent de place, enfin c'est vraiment c'est un style particulier. Et donc je pense qu'il y a aussi ce côté personnalisation qui fait que les gens veulent faire leurs propres composants. Mais je pense qu'effectivement c'est vraiment compliqué à faire, il y a beaucoup d'interactions à prendre en compte, il y a beaucoup de cas différents à gérer, que ce soit déjà niveau interface, donc niveau UI, aussi niveau UX, comment est-ce que ça se répercute. Aussi côté développeur expérience, parce que tous ces cas, il faut les afficher visuellement à l'écran. Mais il faut aussi que les composants puissent être faciles à utiliser. Et donc ça c'est pareil, hein, je pense que tous les développeurs sont pas habitués à faire ce travail en fait de composants vraiment génériques. Et justement pour simplifier... Il y a un truc qui arrive souvent, que je vois tout le temps dans tous les projets, c'est qu'il y a toujours à un moment un composant générique qui est créé, qui est très impactant sur le projet. Le créateur du composant générique est en mode j'ai vraiment aidé l'équipe, franchement le composant il est ouf. Tous les autres développeurs, quand tu es un MP et que tu leur parles du composant, ils sont en mode c'est insupportable d'utiliser ce composant. Parce qu'il y a toujours ce bug en fait, du créateur. Quand tu codes toi-même, tu as l'impression que ton composant il fait la vie, sauf qu'en fait derrière tu es en train de réduire la DX, enfin de décader la DX de tous les autres développeurs autour. C'est pour ça que quand tu crées des trucs génériques, il faut toujours demander l'avis à d'autres personnes. Sinon, faut jamais le faire. C'est pour ça que c'est compliqué aussi. Parce qu'il faut se mettre à l'usage tu as des problématiques techniques. D'ailleurs, comment est-ce que tu peux exposer ça? Et forcément, plus tu as d'utilisateurs, plus tu as de personnes qui vont avoir peut-être des use cases qui sont un peu différents. Et aussi, peut-être que potentiellement, tu auras aussi plus de personnes qui vont mal servir du composant parce que c'est peut-être pas suffisamment clair. Donc, il y a un vrai challenge de ce côté-là. Tu parles des développeurs. Oh oui, développeurs, oui, parce que ça, c'est des personnes qui utilisent le composant, donc des devs, quoi. Et donc, c'est vraiment ce côté qui est compliqué, quoi. Et... ouais, je suis vraiment pour utiliser les librairies de composants parce que pour moi c'est un non-sujet et c'est pas là-dessus en fait c'est pas là-dessus qu'on devrait porter l'effort. Et s'il y a des personnalisations, là c'est à prendre en compte dans la librairie qu'on va utiliser. Je sais que par exemple PrimeNG, je m'en suis un peu servi et je crois que tu peux gérer le thème assez facilement et d'une façon aussi assez poussée. Donc pour moi c'est un critère à prendre en compte lorsqu'on va choisir notre librairie de composants parce que ça prend du temps et du coup de l'argent, tu vois, de faire ses propres composants et ça peut poser trop de problèmes. Et je pense que c'est pas là-dessus qu'on a le plus de valeur et surtout qu'on devrait y passer du temps, à mon avis. Ce serait pas le meilleur usage qu'on puisse faire, quoi. On pourrait parler pendant des heures, je pense, de ce sujet. Mais en gros, si on reste sur le truc, il y avait le deuxième petit sujet, c'était en gros, est-ce que tu utilises les composants tels quels? C'est-à-dire, tu es dans une page, tu utilises directement des P-boutons pour PrimeNG, des P-tree-select, des P-drop-down. Ou est-ce que tous les composants de PrimeNG, tu les mets dans un wrapper? C'est-à-dire qu'en gros, au lieu d'avoir P-bouton, tu vas avoir My-app-bouton. Tu vois, ça, c'est My-bouton. En gros, c'est toi qui mets un wrapper dessus. Et l'avantage, on dit que en gros, l'avantage du wrapper, ça va être que... Donc déjà, tu peux utiliser le fameux design pattern sur façade. Qui en gros, l'idée, c'est que PrimeNG, il te fournit genre... 20 input-output, et toi tu sais que ton besoin, il a besoin de moins d'interface, c'est peut-être moins complexe. Donc tu vas limiter le nombre d'input-output pour juste à tes besoins. Comme ça, on va dire le développeur qui utilise ton bouton, il a moins à réfléchir à qu'est-ce que j'utilise. Donc tu as ça, tu peux utiliser le truc façade. Et un avantage au wrapper, c'est que forcément, si tu veux rajouter plein de trucs de customisation dessus, tu peux. Et tu as ce truc du wrapper. Mais imaginons un jour, miracle, tu veux changer de librairie. Tu vois, rien que le dire, c'est insupportable. Tu veux changer de librairie, genre tu veux changer de PrimeNG à matériel ou autre chose. Et bien du coup, tu as juste à modifier à l'intérieur de ton wrapper. Tu n'as pas modifié dans toute l'application. Alors aussi, pareil, l'avantage du wrapper, c'est que quand tu as une montée de version de PrimeNG par exemple, et que tu as effectivement des inputs qui ont changé, des trucs comme ça, tu as juste à le modifier à un seul endroit dans tes wrappers et t'es tranquille. Donc potentiellement aussi un truc mieux, tu vois, au niveau du design system, c'est-à-dire que tu peux plus facilement appliquer un design system si tu as tes propres composants que tu gères qui sont utilisés partout. Moi j'ai eu les deux périodes, moments où j'étais très fan des wrappers, d'autres moments aussi où j'étais pas du tout fan. Je trouve qu'il y a quand même, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu prends une librairie de composants, alors peut-être moins Angular Material, mais je sais que PrimeNG, typiquement, même sur un bouton, tu as beaucoup d'options en fait, tu vois, les API te permettent de changer beaucoup de choses. Et l'autre avantage que je vois à utiliser des wrappers, c'est que tu vas aussi pouvoir encapsuler et exposer uniquement la logique que toi tu as envie de mettre en avant. Donc ça c'est très bien quand tu as quelque chose qui est vraiment générique. Mais je pense qu'effectivement si à un moment tu vas avoir besoin d'un truc très très custom, très très complexe, ça peut être compliqué à maintenir. Mais ça va totalement dépendre du contexte. Toi. Imagine dans une petite... si tu me dis que c'est un projet par exemple, pour une petite startup,
là il faut aller vite, on n'a pas de temps. Bah là, ouais, franchement, ça vaut pas le coup en fait. Tu utilises directement, t'embêtes pas à faire ça parce que c'est pas forcément. T'as pas l'intérêt, si tu veux, d'investir un peu de temps juste pour faire ton wrapper. Parce que derrière, tu as peu de risques que ça change et tu veux aller vite. Par contre, c'est un contexte, tu vois, je sais pas, un très grand compte où tu as beaucoup de composants qui sont custom. Et même dans ces composants, tu veux aussi encapsuler la logique, exposer que certaines choses. Et surtout, tu as plein de projets qui vont dépendre typiquement d'une même librairie de composants avec la librairie un peu maison. Bah, c'est quand même plus simple de dire que tu vas juste utiliser cette librairie-là. Parce qu'au niveau des changements, imagine que plus tard, je sais pas, tu as une modification côté PrimeNG, t'as pas besoin que t'as pas besoin que tous tes projets en fait fassent la migration et l'appliquent de leur côté et tout. Tu peux centraliser ça. Donc c'est aussi ça, des c'est points les de avantages. Ça, ok, les avantages, on les a, tu vois. Mais il y a le truc, c'est que créer des wrappers, c'est pas automatique, ça se fait pas comme ça, tu vois. C'est déjà, la plupart des développeurs, ils savent pas ce que c'est un control value accessor, donc comment tu veux wrapper, tu vois, un input ou un truc comme ça. Bon, après, avec le content, avec le projection, si tu l'utilises bien, il y a une manière de faire ton wrapper. Mais en gros, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que moi, sur le papier, je trouve les wrappers vraiment stylés, design system et tout. Mais je te donne un exemple concret. Quand on était à Bordeaux, toi et moi j'avais bossé pour un projet de la Caisse des dépôts, je sais pas si toi tu avais bossé pour eux. Mais en gros, ils avaient, je sais pas, une vingtaine d'applications Angular, des grosses applications avec énormément, des millions d'utilisateurs actifs. C'est ceux qui ont fait le CPF, en fait, le compte formation. Ouais. Énormément de trafic et tout. Et en fait, le design system était très important. C'était important qu'il y ait une charte graphique vraiment uniforme et tout. Et ils avaient créé une librairie spéciale, on va dire CPF. Et en fait, dedans, tu avais tous les composants de matériel qui étaient wrappés. Mais pour créer ça, il a fallu 2 ans où tu as une équipe dédiée qui s'occupe que de la librairie et qui prend en compte les feedbacks de toutes les autres applications qui utilisent la librairie pour améliorer les choses ou pas. Tu as vraiment une équipe dédiée à la librairie. C'était pas juste en mode un petit développeur comme ça, il code la petite librairie de son côté. Il y avait des ressources en fait. Et moi je pense que c'est que si tu n'as pas de ressources et que tu essaies de créer des wrappers, c'est-à-dire si tu n'as pas de développeurs de qualité et que tu leur permets pas de bosser sur la librairie, s'ils essayent de créer des wrappers, ça va être catastrophique parce qu'il vaut mieux. Pour moi, les wrappers, c'est soit tu les fais pas, soit tu les fais limite parfaitement. Parce que l'impact derrière, niveau DX, c'est énorme en fait. Tes wrappers, ils peuvent juste détruire la DX de ton projet. Moi, c'est ce qui m'arrive là c'est chez un client, je dis pas lequel, mais en gros, c'est vraiment, il y a un projet où il y a tout qui était wrappé, il n'y avait pas de P-bouton, il y avait un truc bouton, et tout le monde était en train de péter un plomb en fait. T'avais ça sur t'avais un truc, c'était le field, c'était le composant, c'était my field, le truc à l'intérieur. T'avais les drop-down, l'input, le tree select, enfin t'avais un milliard d'inputs, c'était le bordel, tu vois. Tu vois, là du coup, pour moi c'est trop risqué pour moi de créer des wrappers. Ah, je sais pas. C'est trop risqué dans la plupart des cas. Je te dis pas qu'il y a des cas précis où t'as beaucoup de ressources, t'as des très bons développeurs, ils savent coder, et du coup ça peut être vraiment utile et pas risqué, et genre il faut faire des wrappers, mais en gros c'est trop risqué, tu vois. La plupart des gens, ils sont nuls, ils savent pas faire ça. Je vois ce contexte-là, tu vois. Mais là, pour moi, c'est un problème typiquement, genre, c'est un problème interface et clavier, quoi. Je pense pas que c'est un problème par rapport au wrapper parce que, tu vois, pour l'avoir fait. Oui, c'est pas un problème de wrapper, c'est un problème de qui implémente le wrapper. Oui, avec non, quel ça temps. par contre, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il a le temps en fait. Entièrement, c'est que, oui, c'est une question de temps, mais surtout au niveau de. C'est pour ça, je pense qu'il faut quand même avoir un peu d'expérience, avoir du recul aussi par rapport à ça, pour savoir qu'est-ce que tu vas exposer, qu'est-ce que tu vas pas exposer, à quel point est-ce qu'il faut que ça mutualise, à quel point est-ce qu'il faut pas que ça le soit. Typiquement, de faire un field ici qui va avoir ton select, ton input, tout ce que tu veux et tout. Mais tu vois, déjà au niveau de la conception, ça pose problème parce que tu as plusieurs comportements que tu vas essayer d'intégrer un seul truc. Et par contre, là où c'est pas être intéressant, c'est qu'imagine que tu as un wrapper pour ton input. Très souvent, dans les librairies, je pense Angular Matal par exemple, tu as quand même une certaine structure à mettre pour avoir ton input parce qu'il faut que tu aies ton label, il faut que tu aies l'élément qui l'englobe et tout. L'avantage, c'est que. Le label, c'est ça, tu vois. Genre, mais tu as peut-être 3-4 éléments justement pour tout mettre et ça te fait un bloc. Mais l'avantage du wrapper dans cette situation. Comme ça, ouais. Exactement. Et si tu fais bien ton composant avec ton wrapper, plutôt que tu aies ça, tu vois, où à chaque fois, peut-être que les gens vont copier-coller à droite, à gauche, tu peux très bien faire un composant qui va porter à la fois, tu vois, la liaison avec ton élément, donc ton ngModel ou ton rectiform, qui va contenir ton label, qui va peut-être contenir tes erreurs. Par contre, je pense que ça demande vraiment une vraie compétence, là, du coup, à la fois côté technique pour faire ça proprement et surtout, en fait, que tu te cales sur le même fonctionnement. C'est que tu es censé te servir ton composant comme d'un input. T'es pas censé avoir des trucs custom, tu vois, où tu vas lui passer genre un input value, tu vas avoir un event, tu vas avoir derrière un event emitter, enfin un output pour dire tiens ça a changé. Non, il faut que tu puisses en servir de la même façon. Mais ça demande des compétences de design, mais enfin design technique, tu vois, même pas côté UI. Ça demande de vraies compétences, je pense. Faut être bon parce que plus ton composant il est utilisé partout, plus on peut avoir un impact positif ou négatif sur ton projet. Ouais.
Donc là, ça, c'est un truc qui est ultra central. Et c'est ça, en fait, où pour moi, tu as un reward à utiliser les wrappers. Mais il y a aussi énormément de risques de mal le faire et que ça dégrade plus ton projet. Parce que c'est quoi le risque de faire des copier-coller de labels et d'input? Au moins, tu sais que ça marche, tout le monde comprend. Ouais. Moi, tu vois, genre, faut faire gaffe en vrai. Parce que t'as tellement de projets qui sont baisés parce que les gars, t'as un développeur qui se sent malin. Oh, vas-y, les input labels, on les utilise partout. Et le mec, il implémente comme il peut le control value assessor là, pour avoir tous tes inputs spécifiques au Reactive Form et au template Ravenform. Et après, derrière, ça part en couille. Et tout le monde est en mode, pourquoi il a fait ça? Moi, ce que je veux dire, c'est que dans mon expérience, le fait de ne pas utiliser de wrapper, ça, c'est plus verbeux, oui. Oui, des fois, forcément, si ton design system il change ou je sais pas quoi, ta petite étoile pour dire que ton champ est required, ça change ça, tu dois taper tout le code, toute la code base pour mettre à jour ça. Je suis d'accord. Mais tout le monde comprend. Tout le monde comprend et tout le monde peut aller voir la documentation de PrimeNG et profiter de la documentation pour comprendre le code. En fait, c'est que pour moi, il n'y a aucun risque à faire. En fait, tu détruis pas un projet. En fait, c'est ça. Tu peux pas détruire un projet en utilisant directement les composants de la librairie. Par contre, tu peux le détruire en faisant des wrappers, des mauvais wrappers. Je pense que ton projet, tu peux le détruire de milliers de façons. Enfin, c'est une raison parmi tant d'autres. Et tu vois, encore une fois, je pense que ici, c'est un peu comme pour la façon de structurer son application. Je pense que le problème, c'est un peu bonne solution, mauvais problème. Je pense pas que le problème, ce soit les wrappers qui pètent l'application. Le problème, c'est que tu as des personnes qui sont peut-être pas encore assez compétentes sur un sujet, qui n'ont pas pu être accompagnées et qui vont intervenir sur quelque chose de central et qui va être utilisé partout ailleurs. Mais tu as exactement ça. C'est pas avec la façon dont tu vas gérer ton état dans tes posants, dans ton application de façon générale. Je pense que ça prend plein de formes différentes. Et justement, le risque, c'est peut-être un peu utopiste, mais tu vois, plutôt que de se réutiliser des choses qui sont très simples et que tout le monde va pouvoir mettre en place, moi je suis un peu partisan justement d'essayer de mettre en place des choses qui vont faciliter le travail, de montrer en fait comment est-ce que tu peux faire ça pour que derrière, entre guillemets, je sais pas, ça attire un peu la curiosité ou que les devs qui vont intervenir se disent tiens, ça c'est sympa, comment est-ce que je peux le faire? Parce que le risque que je vois, c'est peut-être qu'on dévie par rapport au wrapper, tu vois, mais je pense que c'est de manière générale, je pense que le fait de faire des copier-coller, c'est pas forcément ça peut être ok s'il y a un comportement que tu utilises que tu vois quelquefois dans ton application. Non, moi je te parle d'un comportement que j'utilise 50 fois dans l'application. Un input à label. Moi, je fais des copier-coller partout. On bat les couilles. Et ça marche en fait. C'est ça le truc. Ah ouais, mais bien sûr. Mais en fait, ça dépend du contexte de ton projet. C'est ça, exactement. Mais c'est pour ça. En fait, c'est que tu as le utopiste technique vraiment qui veut tout optimiser. Je suis d'accord, je comprends. C'est kiffant de créer un composant générique qui fait avancer l'équipe, qui simplifie le code. Mais en pratique, quand tu vas sur des projets, tu n'as pas les ressources, que ce soit la compétence des développeurs ou le temps que le développeur a pour coder ses wrappers. Ça y est pas, tu vois. Dans 90% des cas, tu n'as pas ça. Dans les top projets, tu as ça. Tu vois, je sais pas, un projet chez Betclic où tout est optimisé ou quoi, ça peut être cool. Mais tu as plein de projets où c'est pas ça. Moi, c'est juste ça. C'est encore une fois, je suis pas contre les wrappers. Je pense que dans la pratique, il faut faire ultra attention dès que tu crées un composant générique en général. Et les wrappers sont des composants génériques. Clairement. Non, je te rejoins dessus. Ça dépend du contexte de la boîte. C'est pas, oui, il faut que tu aies le contexte, que tu aies les personnes qui sachent le faire et tout, et ça peut faire gagner beaucoup de choses. Mais comme beaucoup de choses, si c'est mal fait et que c'est central, ça peut être plus compliqué et c'est des choses qui sont à prendre en compte, quoi. Mais effectivement, ça dépend du contexte de chaque projet. Ouais. Donc troisième sujet, Arthur. Écoute, tu vas me détester. Mais moi, j'utilise des subscribes dans mon application. Et sur LinkedIn, je vois que c'est un anti-pattern, qu'il ne faut pas l'utiliser, tout ça. Pourtant, 90% des projets dans lesquels j'interviens, tout le monde utilise des subscribes, tout le monde comprend les subscribes, et quasiment personne fait sans subscribe. Donc pourquoi tout le monde critique les subscribes? Sachant qu'il y a plein d'applications où je suis arrivé, c'était le bordel, j'ai pas enlevé les subscribes, et tu sais, j'ai fait juste des refactos, j'ai essayé de clean ou quoi, en tant que lead dev, tu vois, j'essaie d'améliorer les choses à ma manière, tu vois. Et à la fin, l'application était beaucoup mieux, les développeurs étaient vraiment contents de la DX et tout, mais il y avait toujours les subscribes. Comment ça se fait, tu vois? Est-ce que je peux continuer à utiliser mes subscribes ou pas? Est-ce que je suis un mauvais lead dev si j'utilise des subscribes? Comment on fait? Aïe. Non. En vrai, effectivement, le fait d'utiliser subscribe, c'est qu'effectivement, dans Angular, historiquement, Angular, c'est un framework qui est très lié à RxJS. Et donc, RxJS qui permet, si tu veux, parce que ceux qui sont censés le savent, mais en gros, de travailler de façon réactive et donc de réagir à des événements. Mais le problème, c'est que RxJS, mais là, je pense, dans 99% des projets sur lesquels je suis intervenu, était utilisé, mais pas de la bonne façon. En fait, le problème, comme parce que moi, tu vois, comment je donne comment j'explique RxJS, comment j'explique l'observable à quelqu'un, et je pense que ça va te faire trigger direct. Je dis que c'est une promise avec plus de fonctionnalités. Voilà. C'est parti. Voilà, on arrive au problème.
Exactement. Non, en fait, c'est ça. Je pense que le problème, c'est que la façon dont on découvre RxJS, très souvent, en fait, c'est ce que j'ai vu sur l'application Angular, c'est que à quel moment est-ce qu'on va appeler un observable? Dès qu'on a besoin de faire de l'asynchrone. Et quand est-ce qu'on a besoin de faire de l'asynchrone? Généralement, ça va être quand on va appeler un endpoint au back-end, par exemple, pour récupérer une donnée ou pour pousser un traitement. Et du coup, en fait, je pense que c'est hyper normal de se dire que RxJS, ça permet de faire de l'asynchrone et que du coup, en fait, les gens vont se faire de la même façon. Parce que même s'ils viennent d'une autre techno, ce qu'ils vont voir, ça va être vraiment... Enfin, par définition, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et du coup, dès qu'on voit un nouveau concept, on va essayer de le voir par rapport au prisme des connaissances qu'on a déjà, donc des promises. Mais en fait, le problème de cette approche, c'est que c'est vraiment passer à côté de la puissance des observables, et surtout de comment est-ce qu'on doit s'en servir. Parce qu'un observable, c'est pas une promise avec des fonctionnalités en plus, c'est plutôt en fait qu'on va réagir non pas à une donnée, mais on peut avoir un flux de données. En gros, si on schématise, c'est comme si on disait que quand on travaille avec un tableau, on peut très bien travailler avec un tableau qui va avoir un seul élément et qui aura toujours un seul élément, donc ça c'est une promise. Mais on peut aussi travailler avec un tableau qui est vide, donc sur lequel il ne s'est rien passé, et un tableau sur lequel on aurait plusieurs éléments à l'intérieur, donc c'est qu'il y aurait plusieurs événements qui se passeraient. Maintenant, un événement, qu'est-ce que c'est? Un événement, par exemple, c'est que peut-être que quand on va changer, je sais pas, des filtres de recherche, dynamiquement, on voudrait relancer un appel à back directement. Ça, du coup, c'est un événement. Et en fait, le problème de cette approche, c'est que c'est pas le subscribe en tant que tel, tu vois, qui est un anti-pattern. Ce qui est un anti-pattern, c'est le fait de se brancher un observable, de faire un subscribe, et à la fin du subscribe, eh bien, on va venir assigner le résultat de notre observable à une variable qu'on aura stockée ailleurs. Et ça, en fait, c'est un anti-pattern parce que tu vas tout faire manuellement, alors que l'idée, et c'est là en fait qu'il y a vraiment la puissance derrière RxJS et les observables, c'est que on peut combiner ces flux. Et les observables, on peut très bien faire un observable à un moment, puis s'en servir ailleurs, le combiner, ce qui fait qu'en fait, on va avoir un seul traitement qui automatiquement va tout alimenter. Et en fait, la vraie puissance de ça, c'est qu'on va avoir beaucoup moins d'effets de bord. Il n'y aura pas d'effet de bord parce qu'à chaque fois qu'il y a une action qui va se passer, tout sera propagé automatiquement et on s'occupe de rien. C'est-à-dire que tu vois, tu as un code qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus clean. Par contre, il y a quand même une phase de montée en compétence sur RxJS parce que au-delà de la montée en compétence, c'est que, enfin, faut vraiment le reconnaître. Hein, je pense qu'il faut pas non plus être RxJS. Moi, je trouve ça ultra puissant, mais il faut quand même reconnaître que pour moi, la plus grosse difficulté, c'est pas utiliser les opérateurs parce que c'est des fonctions comme les autres, c'est assez simple à comprendre. Ouais. Mais c'est d'avoir ce déclic pour ne pas penser où tu vas déclencher toi-même les traitements à la main. Et comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir vraiment réagir à ces événements. Et pour moi, c'est plutôt en fait au niveau de la façon, tu vois, dont tu vois le problème, dont tu abordes la situation. Et c'est ça la vraie difficulté. Parce que derrière, je t'assure que tu as un code qui est beaucoup plus simple à faire évoluer. Et c'est génial. Quand je vois, toi, tes projets, c'est vrai que c'est ultra stylé, tu vois. Quand moi je suis pas habitué à cette manière de coder. Mais c'est stylé, je me dis, putain, c'est vraiment... Ça a l'air propre. Du peu de connaissances que j'ai, ça a l'air propre. D'ailleurs, j'invite les gens à aller voir ta chaîne là-dessus s'ils veulent voir vraiment des projets optimisés là-dessus. Mais en fait, c'est encore une fois, c'est ça. C'est que, bon, avec le peu d'expérience que j'ai là-dessus, parce que je n'ai pas du tout ton niveau là, sur cette manière de coder. Mais ce que je sais, c'est que 95% des devs, on est habitué à coder d'une certaine manière et on n'est pas habitué à coder avec ta manière de coder. Avec cette utilisation de RxJS comme tu utilises, de manière réactive. De manière réactive, mais vraiment réactive, orientée data flux, et du coup, tu fais pas ton subscribe avec un this.product égale product que tu as récupéré, tu vois. Et moi, en fait, pourquoi? Du coup, j'entends, frère, à chaque fois que tu m'expliques, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux. Et sur le papier, je pense que c'est beaucoup mieux. Sauf que dans la pratique, il n'y a aucun dev qui sait le faire. Il y a aucun dev, il y a très peu de devs, tu vois. Quand tu arrives sur un projet, ils ont envie de se taper cette montée en compétences et de changer cette manière de réfléchir parce qu'il faut une manière de réfléchir différente. Du coup, c'est pas juste RxJS, tu vois, c'est vraiment une manière de coder qui est différente. Moi, c'est pour ça, tu vois, que j'évite d'aller sur ton terrain à toi parce que pour moi, ça représente pas ce que peuvent faire. Pour moi, on peut pas l'appliquer sur tous les projets, c'est ça que je veux dire. Mais quand je dis ça, je dis pas de manière technique, je dis de manière humaine en fait. C'est que toi, tu vas arriver en mode expert là-dessus, tu vas arriver sur un projet, tu vas mettre ça en place, tu vas expliquer aux gens, les gens vont être en mode ah ouais non mais on comprend Arthur, on comprend. Puis tu vas te barrer du projet et les autres ils vont recommencer à faire des subscribes comme je fais, c'est-à-dire de manière impérative et ça va repartir en couille. Parce qu'en fait les gens ont pas assimilé, ils ont pas les compétences. C'est-à-dire pour moi il faut être trop smart et trop passionné pour réussir à faire ce type de code, tu vois. Sauf que la plupart des devs ils sont pas comme ça, du coup quand tu arrives sur un projet tu peux pas faire ça. Et même enfin tu le vois très bien, c'est que c'est tout simplement pour moi c'est pas standard. C'est-à-dire que le standard dans une application Angular c'est pas ta manière de coder, tu vois, c'est pas cette manière réactive mais vraiment la vraie réactivité, data flux, tout ça, tu vois. C'est le point subscribe, ça c'est le standard, tout le monde comprend. J'entends. Et d'un autre côté, non, je partage pas, mais je comprends tout à fait le principe et effectivement ça demande un certain effort. Après, tu vois, je pense que, mettons, là j'arrive sur un projet, je pense qu'il faut pas chercher à transformer tout le projet pour dégager subscribe, pour faire ça et ça.
De la même façon que si quelqu'un, tu vois, de l'équipe fait une PR qui fonctionne, enfin avec une feature, tu vois, qui a des subscribes, des choses, je vais pas non plus lui dire, ah ben non, ça dégage, ça passe pas, il faut que tu fasses comme ça. En fait, j'ai conscience que c'est un sujet qui est, je pense, compliqué à comprendre plus qu'à utiliser, parce qu'il faut un peu avoir ce déclic. Et mon approche, tu vois, c'est pas de chercher absolument à tout remplacer quand je vois quelque chose et à faire la chasse au subscribe dans l'application, à tout dégager. Mais c'est plutôt, en fait, tu parles des situations réelles. Et typiquement, il y a 2 semaines, j'ai un collègue comme ça qui avait un écran et qui me dit, tiens, Arthur, j'ai un problème parce que là, en fait, il y avait des race conditions. Et du coup, il allait récupérer des résultats, mais il avait une espèce de recherche. Et du coup, il récupérait, si tu veux, des résultats de la première recherche, on va dire, mais après en avoir modifié une autre. Du coup, tu avais des mauvaises nettes, des trucs comme ça. Il avait des effets de bord, il y a des trucs des fois qui marchaient pas. Et du coup, là, je lui ai dit, ok, bon, bah, on va reprendre un peu fonctionnellement. Fonctionnellement, c'est quoi ce que tu vas faire dans l'application? Bah, moi, j'aimerais faire ça, ça et ça. Et quand cette donnée change, ce que j'ai besoin, c'est que j'ai récupéré tel truc. Je fais, ok. En fait, on part du besoin, tu vois. Et puis, on fait émerger ça. Je pense que de chercher, tu vois, si j'avais juste dit, tiens, on va remplacer tout ça alors que ça marche et que c'est pas forcément justifié, qu'il n'y a pas de problème, je pense même que, en fait, il aurait pas forcément conscientisé, si tu veux, il aurait pas vu l'intérêt et ça aurait pas apporté de valeur. Par contre, de partir d'une situation dans laquelle il avait plein de comportements qui étaient anormaux, des bugs, des race conditions, des effets de bord, le fait qu'il s'en sortait pas, et là de lui montrer, ok, ben là on peut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et tu vois en fait, là si tu réagis à ça, t'as pas besoin de déclencher ça manuellement. Du coup, ça va se propager automatiquement, t'as besoin de rien changer. Là, t'as ce besoin-là, tu peux aussi le faire automatiquement. Et en fait, plutôt à partir du problème et pour montrer une solution, et du coup qu'en fait avec ça, il puisse voir qu'est-ce que tu gagnes, et tu vas pouvoir vraiment comparer deux approches. Je pense qu'il faut pas être de manière générale, faut pas être dogmatique, tu vois, mais genre, faut pas vraiment être dogmatique en disant, tiens, c'est la seule façon de faire et tout, ça marche pas ailleurs. Ça peut marcher. Par contre, ça c'est. Pourquoi les gens sur LinkedIn ils disent que subscribe c'est anti-pattern? Il faut pas être dogmatique. C'est pas subscribe qui est anti-pattern. L'anti-pattern, si tu veux, c'est que tu vas faire typiquement, tu n'as pas à ta gateway, tu fais ton subscribe, tu récupères le résultat et ça, tu vas faire genre this.invoices égale invoices. Et ça, en fait, c'est un anti-pattern parce que tu te branches pas à ton observable. C'est que tu vas devoir stocker ta propriété quelque part, tu vas déclencher ton observable comme une promise et derrière, tu vas faire ça. Le problème, c'est que si plus tard, tu as besoin, je sais pas, d'avoir quelque chose d'autre qui va déclencher ça, ça veut dire que tu vas rappeler ta méthode. Donc, en fait, tu vois, tu vas faire ta méthode plusieurs fois. Là, avec un observable, la logique, c'est pas que tu vas appeler des méthodes qui vont appeler ton observable une seule fois, mais c'est que tu vas plutôt avoir quelque chose sur lequel tu vas pouvoir réagir. Donc, ça va être un subject, par exemple. Et en gros, tu pourrais juste avoir je sais pas, un truc genre refresh invoices, tu vois, qui est un subject. Et derrière, tu auras une propriété invoices où là, en fait, tu fais tu te branches sur ton subject, tu fais ça en observable, tu vas récupérer ton élément. Ce qui fait que, imagine que plus tard, tu as besoin de mettre ça sur un bouton, sur des filtres, tout ce que tu veux. Tu as juste besoin de déclencher un gros refresh invoices.next. Et automatiquement, avec ça, tu vas réagir, tu vas passer dans ton flux. Ça va déclencher. Si tu veux acheter un debounce plus tard parce que tu mets l'action sur un bouton, tu mets juste un debounce au niveau de ton observable qui va contenir tes invoices. Et en fait, depuis n'importe où, tu pourras pas le bourriner si jamais tu vois, tu as des éléments partout. Ouais, c'est ça l'idée, c'est que tu as vraiment. Tu peux aussi avoir le même résultat à la fin, tu vois, avec les deux approches. C'est juste que ton approche est plus orientée au même endroit, au même flux. Et là, tu vois, le debounce, typiquement, tu peux l'utiliser avec le subscribe dans tous les cas. Moi, le debounce, je l'utilise dans tous mes projets, tu vois. Après, tu vas me dire, en vrai, quand je dis ça, c'est que je l'utilise sous les inputs et du coup sous le value change. Et du coup, tu vas me dire, sur ton form. Sur le value change, du coup, tu es sur là, vraiment une réaction. Parce qu'effectivement, tu vas réagir à ça. Le problème, c'est que imagine maintenant que... tu peux pas. Oui, parce que si jamais tu devais déclencher ton rechargement sur un bouton, par exemple, ce qui va se passer, c'est que si notre bouton, tu fais un nouvel appel et que tu as un nouvel observable qui est juste dans ta fonction ici, si tu vas cliquer 3 fois sur le bouton, tu vas appeler 3 fois ta méthode, tu vois. C'est peut-être ça qui est le plus intéressant, je pense. C'est limite les cas où avec du code... tu dirais que du coup que... Non, mais dans tous les cas, tu peux réussir à avoir le même résultat. Peut-être qu'il y en a un qui est plus verbeux que d'autres. Je sais pas, moi, c'est même pas le même résultat parce que quand tu as cette approche, typiquement, tu vois, tu peux éviter les race conditions avec un switch map. C'est-à-dire que si jamais tu as une émission plus récente, tu vas annuler la précédente, tu vois, pour l'ignorer. Et ça, c'est un truc que tu peux avoir, c'est beaucoup plus compliqué à gérer quand tu passes pas par une approche comme ça. Tout ce qui est debounce, tout ce qui est switch map, enfin, tu peux éviter beaucoup de problématiques liées à la synchrone, vraiment en traitant avec cette approche, quoi. Mais ça te demande de penser un peu différemment parce qu'il faut penser en termes de réaction et pas, tu vas tout déclencher manuellement. Mais ça te fait aussi beaucoup moins de code. Et du coup, moi, mon argument, c'est, vous avez entendu Arthur parler pendant 5 minutes pour vous expliquer un truc. Et en vrai, au bout de 5 minutes, c'est pas assimilé à complètement, vous saurez pas le mettre en place. Il vous faut plus d'efforts, il faut regarder les vidéos d'Arthur ou quoi pour vraiment monter en compétence. Sauf que moi, ma manière de faire, subscribe, genre je fais mon service.getProduct.subscribe, this product égale product, mais ça tout le monde le comprend. Tout le monde est habitué à coder comme ça. Ouais. Je comprends, je dis pas que c'est mieux, je dis que c'est
plus adapté à la pratique, à la vie réelle, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que le fameux effet de bord, en fait, moi, tout le monde code de cette manière. Et normalement, effectivement, tu es censé avoir une vision globale à peu près de où c'est appelé, où est-ce que ton assignation elle a un impact. Mais moi, j'ai l'impression que c'est le game classique, tu vois. C'est comme ça que. J'ai pas l'impression que ce soit à cause de ça, tu vois, que les gens sont insatisfaits d'Angular, tu vois. En fait, je pense que c'est un peu deux philosophies différentes. Et au-delà de ça, alors là, pour les effets de bord, il y a aussi un truc qui est simple. Et je reste persuadé que, c'est très bête, mais genre, quand on connaît pas quelque chose, on peut pas savoir, tu vois, ce qu'on cherche, on peut pas savoir, tu peux pas savoir ce que tu connais pas. Oui. Et t'as le truc, c'est que je pars du principe que, surtout en développement, t'as énormément de concepts, de paradigmes, de techno, tout ce que tu veux. T'as plein d'outils différents. Et le problème, c'est que si tu connais qu'une seule façon de faire, bah, tu vas avoir une seule façon de résoudre des problèmes. Alors que si tu connais un outil supplémentaire, tu pourras te dire, ok, là, dans ce cas-là, effectivement, c'est plus intéressant de faire comme ça. Et c'est pour ça que je trouve ça toujours intéressant, même si, oui, ça demande un effort supplémentaire. Et j'ai totalement conscience que tout le monde est pas prêt à faire cet effort, cet investissement de creuser. Mais tu peux mettre ça par rapport à plein de choses, hein, genre à l'architecture, par rapport au test, par rapport à, tu vois, à plein de choses qui sont pour moi centrales dans le développement. Mais tu as beaucoup de personnes qui sont pas forcément intéressées par ça ou qui veulent pas faire cet investissement. Mais je pars du principe que, en tout cas, c'est comment je vois le rôle de lead dev. Oui, il faut faire les choses qui sont le plus simples pour l'équipe, mais je pars aussi du principe que, et c'est quelque chose que j'aime bien aussi, hein, comment est-ce que, pendant que tu es sur la mission, apporter le plus possible de valeur aux autres personnes de l'équipe. Et ça va aussi, du coup, passer un peu par la transmission. Et c'est pour ça que je veux pas le faire de façon dogmatique en mode il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, et sinon tu laisses rien passer et tout, tu vois. C'est pas, le but, c'est pas d'être un nazi du code ou un truc comme ça. Mais par contre, quand tu as une situation que tu peux éviter et que tu as un outil qui permettrait de traiter une problématique de façon, tu vois, plus performante, plus élégante et plus pérenne pour le projet, je pars du principe que je vais essayer d'expliquer à l'équipe et qu'en fait, je leur fais aussi confiance, tu vois, pour justement poser les questions, faire cette montée en compétences. En fait, tu vois, je pense que ça fait partie aussi du job de faire monter l'équipe en compétences. Et si tu vois qu'en fait, tu as les personnes qui sont... Tu leur donnes les outils, tu leur donnes les outils, c'est ça, ouais, exactement. Mais faire le maximum pour qu'ils puissent l'avoir, entre guillemets. Et effectivement, tu as des personnes avec qui ça ne connectera pas et qui ont un profil où ils s'en foutent totalement, ils vont jamais monter en compétence dessus et à chaque fois, ils vont... Et ok, mais le truc, c'est qu'à chaque fois, il y aura des problèmes, des trucs à corriger et puis ils vont... Tu vois, tu as aussi beaucoup de profils qui sont, c'est pas péjoratif, tu vois, mais qui sont plus bidouilleurs et genre, faut aussi reconnaître. En attendant, quand j'interviens sur une équipe, c'est aussi ce que je vais chercher, s'il y a des profils comme ça ou pas. Et je vais essayer d'intervenir sur des projets où justement, je sens que je peux apporter quelque chose aux autres. Ils vont être réceptifs et où c'est quelque chose qu'ils vont chercher pour derrière avoir le projet le plus pérenne. Parce qu'au final, tu vois, nous en tant que dev, c'est vachement adapté à certains projets, quoi. C'est ça le truc. Mais est-ce que c'est tous les projets? Ça sera jamais tout. Tu as autour des projets où tu vois, les personnes vont chercher des personnes qui vont exécuter, ils vont pas forcément avoir besoin de ça et tout. Mais ça fait partie, je sais pas, je pense que ça fait partie de... Alors, vas-y, est-ce que tu peux me répondre oui ou non? C'est juste pour terminer ce sujet. Est-ce que tu penses qu'on peut faire un projet qui se passe bien en utilisant l'anti-pattern qui utilise Subscribe? En gros, en faisant pas ta méthode, mais en utilisant le truc classique, tu vois, avec des effets de bord. Est-ce que tu penses que ça veut dire quoi qui se passe bien? Ça veut dire que... le client est content de la productivité et les développeurs sont contents. Ils prennent plaisir, tu vois. Sinon, il y a de la productivité et il y a de la DX. Ça se passe bien. C'est un projet complexe du coup, qui a un gros truc de complexité, qui a des features poussées, c'est pas juste du listing. C'est un truc. Un projet d'entreprise. C'est un projet d'entreprise, tu vois. Je sais pas, t'as 150 composants. C'est pas que des trucs, tu vois. Oui ou non? Tu penses que ça peut bien se passer? Je veux dire, oui, je pense que ça peut bien se passer. Non, mais oui, je pense que ça peut bien se passer, mais qu'en fait, puisque les gens ne savent pas ce qu'ils pourront avoir de l'autre côté, c'est. Ouais, c'est ça. En fait, et c'est compliqué en fait de comparer quand tu connais pas quelque chose, tu vois. C'est ça qui est toujours un peu compliqué. Par contre, une fois que tu as goûté à ça, c'est compliqué de revenir en arrière. Parce que tu te rends compte en fait à quel point tu passes moins de temps, à quel point tu peux avoir beaucoup moins de bugs, tu as beaucoup moins de charge mentale et tu as beaucoup moins de couplage, c'est automatique. Mais limite, ça devient presque chiant parce que c'est trop facile des fois. Je t'assure, c'est vraiment genre... Ça te donne envie en vrai. C'est stylé comme truc. Ça change ton truc de faire. Cette phrase me donne envie, j'avoue que ça... de se dire, genre, moi je code d'une manière, les autres ils savent pas. Moi, j'ai accès à la puissance. Franchement, c'est même pas ça, tu vois. Mais genre, j'ai un collègue qui me dit tiens, c'est où ce que t'as fait et tout? Comment t'as fait un truc où il y a pas de bugs, tout se réagit hyper rapidement? Bah, mec, ça prend 5 lignes. Hein. Ah ouais, je te montre. Et c'est là, en fait, que tu pousses le truc, tu vois, parce que tu donnes envie aux autres. Ouais, mais non, c'est vraiment, je pense que les projets en Angular auraient beaucoup gagné à être un peu plus à l'aise dessus, quoi. Ok. On va passer au 4e sujet.
Et du coup, en quatrième sujet, je pense que quelque chose qui serait intéressant d'en parler, parce qu'on a un point de vue aussi qui est assez opposé là-dessus. Je sais que personnellement, j'aime beaucoup utiliser les stores sur mes différentes applications. Toi, tu es plutôt de l'autre école, où on n'a pas besoin. C'est que moi, en toute honnêteté, je pense que je me sers des stores maintenant sur quasiment tous mes projets. Et c'est quelque chose aussi que je pousse, parce que je vois ce que ça m'a apporté. Voilà. Qu'est-ce que tu penses, tu vois, des stores en général ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose dont on peut avoir besoin certaines fois? Dans quelle situation? Est-ce qu'il n'y a jamais besoin? C'est toujours trop compliqué, c'est toujours trop overkill, ça apporte trop de trucs et tu vois, c'est plutôt négatif. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Déjà, je pense pas que ce soit overkill dans 100% des cas. Je suis sûr que et si ça existe, c'est pas pour rien. Tu vois, faut être débile, tu vois, pour se dire le truc il existe, il est utilisé par des milliards de personnes. Enfin, des milliards, justement, on va voir. Pas tant que ça, tu vois. Mais je suis d'accord ça apporte quelque chose, forcément. Par contre, moi, en fait, c'est mon expérience en tant que lead où à chaque fois que je suis arrivé sur un projet, genre toutes les dernières années, où il y avait, en fait, quand j'arrive sur un projet en tant que lead, tu sais, j'essaie de voir comment je peux aider l'équipe. Donc du coup, tu vas voir les développeurs, tu leur dis, écoute, tu leur poses des questions, genre, qu'est-ce que je peux t'aider, comment je peux t'aider, tu vois, sur ce projet et tout. Et la question que je pose tout le temps, c'est qu'est-ce qui te pose problème aujourd'hui sur ce projet? Alors, c'est une question genre technique dans le code, tu vois. Et 90% des cas où on m'a répondu le store. Et partant de là, tu leur demandes pourquoi tu as mis en place le store, et il te dit parce que c'est une bonne pratique. Enfin, tu vois, il va te répondre un truc juste bateau, tu vois. Où tu as des lead dev comme ça, ils sont en mode parce qu'en fait c'est ça, c'est quand tu parles du store. Moi j'arrive sur un projet, je dis mais tu sais que tu peux faire les choses sans store. Le mec il est en mode what? C'est possible de faire sans store? Parce qu'en fait il a tellement entendu partout les lead dev dire le store que les gens ils croient c'est une faute de français, genre. Ils copient. Bref, genre les gens pensent que c'est nécessaire le store pour coder en Angular. Non mais ils pensent vraiment ça, ils pensent que c'est nécessaire. Alors qu'en fait, le store c'est une manière de gérer ton état, mais ton état tu peux le faire sans store. Enfin, tu n'as pas besoin du store. Ça n'apporte pas de fonctionnalité. C'est une manière de coder, d'architecturer ton code pour avoir un certain flux, tout ça, centraliser ton truc. Et en fait, vu que le store pose souvent problème, de ce que j'ai vu, et en tout cas dans les retours que j'ai eu, moi je suis partisan de ne pas le mettre en place dès le début. Parce qu'en fait pour moi, Angular suffit, t'as pas besoin de store. En gros pour moi c'est le genre de truc où c'est uniquement quand tu es vraiment handicapé par ta gestion d'état à la main avec tes services que tu te poses la question, ok, est-ce que le store ça peut résoudre le problème? Et là, si tu analyses un peu le truc, tu fais un POC avec une version du store ou quoi, et là tu vois que vraiment, ah oui, ça nous aide, ben là c'est top, là on peut le mettre en place. Mais la plupart du temps, les gens ils mettent en place le store sans avoir aucun besoin, sans savoir pourquoi. Et le truc c'est que le store c'est quand même vachement verbeux, tu as plusieurs fichiers, la doc de NGRX, ils en parlent de ça en mode que tu as un boilerplate et que le store c'est pas fait pour être le truc le plus optimisé en termes de... C'est pas en gros, c'est verbeux, tu vois. Ils savent que c'est verbeux, tu vois. Ils savent que c'est une logique aussi à prendre. En gros, ce que je veux dire, c'est que c'est pas gratuit, tu vois, de mettre le store. En plus, en mettant le store, tu rajoutes un nouveau concept dans Angular, dans ton application Angular. Plutôt qu'avoir une application Angular où t'as pas ce concept de store, ben t'as ce concept de store sur lequel tu dois être à l'aise. Enfin, moi, je trouve, voilà, c'est juste ça. Pour moi, ça devrait être mis en place que quand t'en as besoin, sauf que la plupart du temps, les gens, ils en ont pas besoin. Ils pensent qu'ils vont en avoir besoin, mais ils en ont pas besoin. Et en fait, souvent, voilà, je suis arrivé aussi dans des projets où t'as genre une partie du code qui est fait sans store, et tu vas voir la gestion utilisateur, t'as un store, t'as un genre mini store, tu vois. Et je suis en mode, du coup, ils doivent gérer leurs trucs de deux manières différentes. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai dégagé le store, tu vois. Comme ça, j'ai uniformisé tout ça. Et les gars, ils sont en mode, c'est beaucoup plus ça maintenant. Bon, en gros, je sais plus c'était quoi vraiment la question, tu vois. Mais en gros, moi, je suis pas d'accord pour le mettre tout le temps. Et j'ai l'impression que c'est encore une fois, c'est quelque chose qui demande une montée en compétences, et c'est verbeux, et forcément, c'est pas gratuit, tu vois, comme truc. J'ai l'impression que c'est déconnant, selon toi, ce que je dis. Non, je pense que c'est pas déconnant. Est-ce que t'es vraiment contre l'utilisation d'un store? Non. Donc non, de state management. Mais en fait, c'est le truc, c'est le truc par défaut, tu vois. Après, c'est ça, effectivement. Mais tu vois, et est-ce que c'est plutôt le. Moi, c'est j'ai l'impression que derrière le terme de dès que store. Ça résout un problème. Si ça apporte quelque chose, oui. Mais si ça n'apporte, entre guillemets, enfin, si ça ne résout pas un problème, je vois pas pourquoi ajouter un nouveau concept qu'il faut apprendre, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'en fait, derrière le terme de store, tu penses du coup à NGRX. Enfin, après, tu as l'implémentation qui peut être de manière différente, ça peut être fait maison ou quoi. Mais en gros, normalement, tu vas quand même prendre un package qui est populaire, histoire d'avoir un standard. Tu vois. En fait, si tu veux, ce que je vois, c'est que pour moi, c'est le state management. Peut-être que j'aurais parlé de state management plutôt que le store. Le state management, c'est un truc moi qui est hyper important. Et je sais que, peu importe le techno, j'aime beaucoup me servir du coup par le store parce que je pars du principe que dans mon composant, je vais traiter uniquement des problématiques d'interaction tu vois, avec les éléments que je vais afficher dans le template, par exemple. Typiquement, c'est un formulaire, tu récupères tout ça et tout. Par contre, tout ce qui va être logique qui va interagir derrière avec le back ou si t'as un peu des traitements plus compliqués et tout, pour moi, ça, je pars du principe que c'est un store. Service, oui. Que derrière, store ou service au final. Tu vois, c'est ça. En fait, je
Je pense que c'est ça le truc intéressant. Mais pour moi, store, en fait, c'est un peu le terme agnostique pour dire que tu vas gérer tes données en dehors de ton composant. Et derrière, ce que j'ai l'impression, c'est que quand tu parles de store, c'est plutôt une approche avec un store comme NGRX qui va être basé sur le pattern de Redux. En fait, avec des événements, des actions, des réducteurs, des choses comme ça. Les effets. Donc ça, c'est un type de store. Moi, personnellement, pendant très longtemps, c'est que je bossais avec des stores comme ça. Et en vrai, j'aime beaucoup. Mais je pense que c'est aussi lié au fait que j'aime bien travailler avec RxJS et que, en fait, cette logique d'événementiel, si tu veux, je suis déjà habitué avec. Et du coup, je me retrouve là-dedans. Et je trouve que ça te permet vraiment d'avoir des choses qui sont très, très découpées. Ce qui fait qu'en fait, même quand tu veux tester des choses, moi, je teste que mes stores parce que c'est ultra scopé. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour tester, pour évoluer. Et je trouve que ça te permet vraiment d'avancer super vite. Par contre, effectivement, avec les approches basées sur Redux, comme NGRX, NGXS ou Redux simplement, tu as cette logique, tu vois, d'action, de réduceur, d'événements à appréhender. Mais typiquement, là, depuis un peu plus récemment, je sais pas si tu as pu tester le Signal Store parce que... J'ai pas testé, mais ça a l'air moins verbeux. Oui, c'est beaucoup moins verbeux. T'as pas cette logique si tu veux d'événements. Et l'idée, c'est vraiment que tu puisses centraliser, tu vois, tout ce qui est traitement le plus complexe comme ça, en dehors de ton composant. Et dans l'approche, tu peux le composer hyper facilement. Tu peux vraiment scoper ça à un composant ou même si t'as un composant qui est générique mais avec un peu de logique, tu peux très bien lui lier un store. Enfin, c'est vraiment juste, je vois ça comme une façon de déporter la gestion de l'état entre guillemets, pour que ton composant fasse que la partie interaction. En fait, encore une fois, moi, je pense il y a ces avantages, je suis d'accord avec ça. Mais est-ce que tu comprends, tu vois, ce truc du... Après, en fait, c'est ça où on a deux approches différentes. Toi, tu vas montrer une manière différente de faire les choses. Par exemple, avec, je sais plus de quoi on parlait, de ta manière d'utiliser RxJS, par exemple, de manière vraiment réactive. Tu vas montrer cet outil-là, même si ça demande du temps à l'apprendre, un minimum, et à se l'approprier. Moi, je suis en mode, cet outil... En vrai, t'en as pas tant besoin que ça. Tu sais déjà utiliser ton marteau, utilise ton marteau, tu vois. Ça fait le taf. Donc utilise pas le store. Le store, c'est la tronçonneuse et tout. Tu sais pas trop comment l'utiliser. En vrai, si t'es geek et tout, bon, j'imagine que c'est pas trop difficile en vrai. Contrairement au store. Non, je déconne. Le store, c'est ça, mais en vrai, c'est souvent. Enfin, est-ce que un store peut plus partir en couille? Ouais, après, je pense que toutes les applications peuvent partir en couille. Pourquoi tu penses qu'il y a des développeurs qui mettent en place le store et qu'après se disent putain, j'avoue que c'est la partie compliquée de mon application? Tu vois, c'est marrant Pourquoi parce des que fois le pour moi, store pose c'est problème? là où ça pose le Toi, moins t'as de jamais eu problème. de problème. Mais tu vois, en fait, j'ai eu le Toi, cas parce que toi, opposé. t'es chaud. Et parce que toi, tu le mets en place Non, j'ai vu des cas où c'était mal fait, justement. J'ai vu des cas où c'était mal fait, effectivement, c'était compliqué. Et encore une fois, avec, c'est pas le fait d'utiliser un store Pourquoi pour c'était mal déporter fait, tes données, mais vraiment avec quelque chose basé sur NGRX, Redux. Et pourquoi Parce c'était que mal fait? derrière, il n'y a pas une compréhension, je pense, du concept. Et surtout, comme tu dis, on le met parce que c'est une bonne pratique. Et derrière, de pas forcément comprendre comment est-ce que tu utilises ton outil. T'as beau avoir un outil, il peut être très adapté, t'en sers mal, ça marche pas. Hein, prends une soupe tu prends une cuillère pour boire ta soupe, tu la retournes et tu essayes de la prendre avec le dos de la cuillère, être un peu comme un con, hein, tu vas pas prendre grand chose, tu vois. Et le problème, c'est pas l'outil, tu vois. Le mec qui va sur State of JS, il dit ouais, Angular c'est de la merde. Non, mais tu vois, c'est ça, c'est un problème pour moi, c'est le problème interface clavier, quoi. Et il y en a beaucoup d'aides comme ça. Mais j'ai aussi vu le cas où j'avais, tu vois, un client sur lequel on a fait une grosse refonte du front et du back. On a fait des changements vraiment structurants du coup au niveau de l'API. Du coup, ça a impacté tout le front et c'est un travail qui a duré peut-être de 2 mois. L'avantage, c'est que puisque justement, on avait pu mettre en place cette logique de store où tout était bien découpé, on avait pu tester et tout, ça a été ultra simple à faire parce qu'en fait, tu avais très peu de couplage. Et ce qui est hyper intéressant avec cette approche, c'est qu'au final, tu vas gérer toute une état dans ton store. Tu peux faire ça avec un service, tu vois, c'est pas forcément. Mais du coup, c'est pas lié aux composants. Et là, franchement, c'était un bonheur. Parce que ton composant, en fait, t'as aucune liaison avec le reste. Tu fais que lui passer la donnée. Ça devient limite un passe-plat, tu vois. Et du coup, pour moi, je trouve que ça apporte vraiment beaucoup de valeur, mais quand c'est bien fait. Par contre, c'est comme tout, effectivement. Il faut pas chercher à faire quelque chose parce que c'est une bonne pratique. Il faut chercher dans quel cas est-ce que ça peut te servir, comment est-ce que tu te sers bien de l'outil. Et ça, je pense, c'est un truc qui est très, très sous-côté. Comment est-ce que tu peux bien t'en servir? Parce que derrière, effectivement, ça peut être génial. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est encore mon propos, tu vois. C'est si on savait tous vraiment l'assimiler et savoir comment bien l'utiliser, je te dirais, autant l'utiliser, ça a des avantages. Dès qu'on sait l'utiliser, il y a des avantages. C'est bon. Sauf que vu qu'on ne sait pas tous bien l'utiliser, en fait, franchement, en vrai, pour revenir sur le State of JS, tu vois, c'est que pour moi, il y a beaucoup d'applications Angular qui ont énormément de concepts implémentés, genre des stores ou je sais pas, du réactif ou bon, je sais pas trop, faudrait voir les exemples, du lazy loading, des trucs, même plein de petits trucs, genre du SSR, des trucs comme ça. T'as plein de concepts. Et en fait, du coup, ça crée une application Angular sur laquelle c'est dur de monter en compétence, c'est dur d'assimiler. Et du coup, limite, quelqu'un qui est un nouveau développeur Angular, il va voir ça, il va se dire, oh, c'est compliqué. Alors qu'en fait, si tu te bases vraiment sur les concepts de base d'Angular, vraiment, tu te limites au truc genre component service et tu t'ajoutes pas une logique de store, tu n'ajoutes pas d'autres logiques. En fait, tu as un truc qui est beaucoup plus simple à comprendre. Du coup, moi, j'ai plus une approche où je réduis tous les concepts qui pourraient complexifier l'application, qui pourraient complexifier la montée en compétence sur l'application. Quitte à faire des trucs qui sont pas les plus optimisés. Tu vois, c'est ce que je montre dans Refactory Angular, en fait.
Dans Refactory Angular, c'est ça mon idée en fait. Je te simplifie la vie parce que je pense, c'est mon opinion, c'est ma prise de position là-dessus, c'est que je pense que ça marche plutôt très bien dans la plupart des cas. Tu vois. Genre, je pense que c'est ok. Tu vois. Je pense que c'est vraiment ok d'être sans store. Sauf que je pense que quand tu expliques ça à un développeur qui a toujours été matrixé par le store, alors qu'il ne comprend pas le store, moi j'arrive un jour en tant que lead dev et je lui dis, tu sais que le store, tu peux ne pas en mettre. Le mec il est en mode, ah, enfin quelqu'un qui peut-être pense un peu ce que je pense. Enfin, après parce qu'il n'a pas le niveau, mais. Ouais, mais je comprends. C'est un autre type de logique, tu vois. Ouais, après, c'est quand on a des visions différentes là-dessus et tout, ça dépend aussi des expériences, mais ça à prendre en compte. Ouais. Bon, est-ce qu'on passe à l'ultime sujet? Je pense que ouais, allez, vas-y. Donc, 5e sujet. Arthur, depuis quoi, c'est Angular, je crois que c'est Angular 16 peut-être 16, ouais. Je sais pas. 16, c'est ça? Donc, ouais, 16. Les signaux ou signals en anglais, est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que c'est de la masturbation intellectuelle? À toi. Je pense que c'est ultra utile. Non, en vrai, c'est intéressant utile, parce que. Et utile, pourquoi? Et quel problème ça résout? Ça, je pense, c'est le plus important. Quel problème ça résout? Parce qu'il y a un problème que ça résout. Moi, je suis en mode. Franchement, j'ai l'impression que quasiment personne n'avait ce problème. Enfin, dans mes applications, j'ai jamais eu ce problème. Mais je veux voir si tu le cites. Je pense qu'il y a un problème, c'est effectivement pour le fonctionnement de la chain detection, qu'avec Zone.js. Exactement ça. Voilà, ça je suis d'accord que, en fait, pour moi, c'est une façon de travailler différente. J'ai jamais eu de situation sur laquelle j'ai eu des problèmes de performance à cause de ça. Pour moi, ça c'est pas vraiment. Enfin, peut-être sur les très gros cas où c'est plutôt, tu vois, de façon technique. Je pense que si tu veux, c'est surtout que la façon de gérer la détection de changement dans Angular, c'est aussi d'autres impacts au niveau de comment est-ce qu'il pouvait faire évoluer, tu vois, les API, comment est-ce qu'il pouvait interagir avec les différents éléments. Donc, c'était plutôt un point un peu pour moi sous le capot. Mais pour moi, le fait que maintenant on passe par des signaux, c'est pas pour des problématiques de performance. D'ailleurs, de manière générale, à chaque fois que j'ai vu des problématiques de performance, que ce soit back comme front, c'était très rarement à cause de l'outil et c'était plutôt à cause de comment est-ce que c'était utilisé. Hein, tu vois, c'est problème. Cool. Franchement, là, moi, je suis d'accord avec toi. C'est que parce que j'entends souvent ce truc du oui, on optimise les performances ou quoi. Et t'as tous les devs vraiment qui veulent vraiment optimiser de fou en mode ah cool, je vais gagner 0,03 secondes dans le temps d'entrée fraîche. Ouais, c'est cool, tu vois. Mais en vrai, dans la plupart des applications, ça fait rien. Donc non, là, je suis d'accord avec toi. Et tu vois, au-delà de ça, même pour tout ce qui est optimisation, alors attention, il ne faut pas non plus tomber, tu vois, dans le fait d'avoir des applications qui sont lentes, où il y a vraiment des problèmes de performance. Évidemment, mais je trouve que de manière générale, j'ai beaucoup plus être sensible en tout cas à la développeur expérience que à l'optimisation. Parce que effectivement, il faut quand même que tu aies des résultats qui soient très rapides, que tu puisses pas le voir. Mais je pense pas que tu vois la différence avec quelques millisecondes de plus, tu vois. Enfin, je parle pas de centaines de millisecondes, c'est vraiment, tu vois, quelques millisecondes, un truc comme ça. Oui, moi, c'est quelque chose qui sera pas perceptible et c'est pas là que je vois le plus de valeur en tout cas. Pourtant, tu es pour le lazy loading qui est imperceptible. Mais bon, c'est un autre sujet. Ouais, alors ça, on peut en reparler un autre jour si tu veux. Mais oui. Ouais, du coup, et pour revenir par rapport aux signaux, effectivement, moi, le plus gros avantage que je trouve, c'est que en fait, il simplifie énormément développeur expérience. Typiquement, et c'est un sujet dont on a parlé tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, pour traiter avec de l'asynchrone ou quelque chose qui est vraiment réactif, jusqu'à présent, il fallait passer par les observables et par RxJS. Donc c'est extrêmement puissant. Le truc, c'est que c'est compliqué à prendre en compte, à prendre en main. Tu as une phase de montée en compétences et c'est souvent mal utilisé. Ça, c'est un constat. Avec les signaux, en fait, maintenant, le modèle de réactivité, il est totalement été repensé. Enfin, il est encore en train parce qu'il sort de nouvelles API. D'ailleurs, toutes les nouvelles API qui sortent quasiment maintenant, tu vois, ça expose des signaux et ça permet de réagir à des changements de façon ultra simple. Enfin, maintenant, je sais que je me sers beaucoup moins de RxJS et je trouve ça aussi beaucoup mieux parce que, en fait, ça permet de s'en servir beaucoup moins de façon beaucoup plus scopée, de façon beaucoup plus maîtrisée. L'avantage des signaux, c'est que tu peux travailler, je pense, maintenant quasiment intégralement. Enfin, attention, parce que ça remplace pas RxJS, hein, ça remplace pas, c'est pour une réactivité qui est synchrone. Mais l'avantage, c'est que tu peux passer par des signaux, tu fais tout ce qui est ta réactivité synchrone. Tu as besoin d'introduire de la synchrone ou vraiment de la gestion d'événements. Ben là, tu peux passer via le tout signal, tout observable. Ben, tu peux passer de l'un à l'autre. Tu peux tirer parti des opérateurs et derrière, tu retravailles avec tes signaux. Et ça, en fait, c'est qu'à la fois, les signaux, tu peux les utiliser de manière synchrone, entre guillemets, comme des variables avant, mais aussi, ben, tu as le bonus de réactivité. Ouais, c'est ça en fait. Et du coup, le fait que de combiner les deux, ça fait vraiment un truc qui est ouf. Ouais. C'est quoi, les signaux simplifient certains morceaux, certains use cases en fait. Ah, ça simplifie énormément de use cases. Ouais. Ça simplifie énormément de use cases. Et au-delà de ça, en fait, je pense que, tu vois, pendant très longtemps, Angular, il avait cette image de framework qui était hyper lourd, qui était hyper compliqué à appréhender. Et je pense que le fait qu'en fait RxJS passe un peu au second plan et que maintenant il y a les signaux, tu vois, tout se simplifie. Mais je pense que les signaux, ils sont aussi pour beaucoup, où j'ai l'impression que c'est un peu en train de... d'ailleurs, il parlait de renaissance d'Angular, tu vois, pour certains Angular 16 ou 17, je crois. Et je pense qu'il contribue pas mal, parce que ça simplifie énormément de choses, quoi.
Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je sais que personnellement, je bosse quasiment qu'avec Moi, ça. je sais que en tant que. Tu as vu que j'ai le réflexe d'être pas d'accord avec les trucs populaires. Il y a toujours mon cerveau qui est en mode attends, tout le monde qui pousse sur les signals, peut-être que c'est. Finalement, on s'en fout. Tu vois. Mais en vrai, au début, j'étais en mode ça me faisait chier un peu d'utiliser les signals. Enfin, quand je voyais la propagande des signals, il y a personne qui parle comme ça. Mais quand je voyais ça, j'étais en mode mais attends, mais moi, les 100% des applications que j'ai utilisées, enfin, voilà, ça s'est bien passé. Tu sais, on disait ça s'est bien passé. Et j'étais en mode les signaux, on n'en a pas besoin. Tu vois. On n'a pas besoin et surtout, je me dis, c'est pas comme si avant c'était pas bien et maintenant c'est mieux avec les signaux. Enfin, c'est bien avec les signaux. Tu vois. Genre avant c'est pas bien, mais maintenant c'est bien. Mais en fait, je pense, du coup, j'étais en mode à la limite recommandé de si tu as une application qui n'utilise pas les signaux, les utilise pas, tu vois. Enfin, si elle utilise de base pas les signaux, tu vas pas te taper une migration pour utiliser les signaux partout. C'est en plus la logique est quand même un peu différente. Par exemple, si tu veux update la valeur d'un signal, c'est pas tu fais égal, je sais pas quoi. Enfin, tu as une petite logique qui est un peu différente. Mais ce qui me fait changer d'avis, c'est les mini simplifications que les signaux peuvent apporter à certains endroits. Et là, d'un coup, j'avoue que ça m'incite, tu vois, à les utiliser. Je sais même pas où est-ce que je voulais en venir avec ce point. Mais en gros, genre, tu vois, par exemple, c'est un truc, c'est le ng-change et ng-on-init. Imaginons, tu écoutes vraiment un input, est-ce qu'il change ou pas. Tu utilises un input de manière, un signal input. Tu utilises un effect dans ton constructeur, par exemple, pour écouter en fait le changement de cet input. Et du coup, tu n'es plus obligé de te taper le ng-change. En vrai, personne ne sait vraiment comment ça fonctionne. Ça peut-être exagéré, mais le ng-change, moi, ça m'a toujours saoulé. Tu vois. Avec le if changes, tu ouvres ton crochet avec le nom de ta variable. Et en fait, du coup, ça simplifie les choses. Ça rajoute un peu ce truc de flux de données ou quoi. Je trouve qu'on se rapproche aussi pas mal de ta putain de méthode, enfin de ta manière de coder. En fait, t'étais visionnaire, en fait, c'est ça. T'avais prévu le coup, c'est-à-dire que ta manière de coder, en fait, pas du tout. les signaux aident énormément. Enfin, pimp ta manière de coder, tu vois. Bah, en fait, c'est dans l'axe, tu vois, c'est ça. C'est réactivité. Et c'est exactement du ce coup, que je me dis que potentiellement, voilà, petit à petit, en fait, les avantages qu'apportent les signaux à des endroits incitent à coder de manière plus réactive parce que ces morceaux-là sont sont juste plus simples à lire, meilleur DX. Et du coup, potentiellement, on va vers cette approche, cette full réactive un jour, chez quasiment tous les développeurs peut-être. Et là, j'avoue que c'est la révolution, si vraiment ça passe à ça. Mais je pense que ça va beaucoup le pousser. Tu vois, typiquement, le engine changes, j'évite au maximum, enfin, je pense que je m'en sers jamais. Parce que pour moi, c'est typique. Bon, jamais, tu as peut-être des cas dans lesquels. Mais de façon générale, je pense que ça peut être évité. Parce que ça veut dire qu'en fait, tu vas réagir à des changements de ton input pour faire un truc à l'intérieur de ton composant. Et si tu veux, ça, c'est un bon exemple que tu vas déclencher les choses manuellement. Et le fait effectivement de passer par maintenant des inputs qui vont t'exposer des signaux, typiquement, tu as besoin de calculer la donnée. Tu peux juste faire via un computed. Et tu vois, tu n'as pas ce côté je dois faire le traitement moi-même. Tu vas réagir par rapport à ça. Et c'est intéressant parce que là, ce qu'on parlait tout à l'heure avec RxJS, et que, comme tu l'as dit, en fait, tu peux exactement avoir la même chose. Et du coup, c'est ce côté réactif et du coup déclaratif, en fait, qui va te faire quelque chose qui est beaucoup plus simple à faire évoluer parce que tu as beaucoup moins de code à gérer et que tu as ce côté un peu propagation, si tu veux. Et c'est ça, en fait, qui est génial, en fait. Moi, c'est pas le côté performance, tu vois, qui m'intéresse, mais c'est le côté développeur expérience. Je trouve pas que les changements soient significatifs. Enfin, je trouve pas justement que les changements soient minimes. Je trouve que c'est vraiment des changements qui sont significatifs et je vois quand même pas mal de cas d'usage pour lesquels les signaux en fait simplifient énormément de choses, quoi. Donc moi c'est vraiment un gros ajout et je pense vraiment que ça contribue à simplifier énormément Angular et je pense à le faire plus adopter. Ouais. Et ça influence vraiment ta manière de coder, je trouve. Ah ouais, de moi ouf. qui suis moins, tu vois, dans le réactif que toi. Je vois, enfin, automatiquement, tu utilises le signal parce que tu as ce petit bonus de DX. Et du coup, forcément, tu vas vouloir utiliser la réactivité des signaux. Et du coup, petit à petit, tu vois, je commence à être comme toi. Tu vas venir du bon côté. Du bon côté, ouais, c'est ça, c'est clair. Écoute, je pense qu'on est d'accord du coup là-dessus. Bon, du coup, c'est bon pour ce débat. Je te remercie du coup, Arthur, d'avoir accepté mon invitation. Voilà, merci d'être présent. Et donc, en tout cas, chez vous, je vous invite à aller le suivre sur LinkedIn et sur YouTube à Arthur Lanneluc. Et du coup, mets-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce débat et dis-moi ton avis si tu es d'accord ou pas avec nos arguments. Et voilà, du coup, je t'invite à t'abonner parce que on va continuer à poster des vidéos sur Angular sur la chaîne. Enfin, c'est ma chaîne. Okay, je vais continuer à poster je vais continuer à poster des vidéos sur Angular comme ça. Donc, je t'invite à me suivre et à t'abonner. Et voilà, du coup, je te dis à la prochaine. Salut, ciao.